L'Ukraine est plongée dans un scandale de corruption, enquêté par son Bureau national anticorruption, le NABU, qui relie des politiciens de tout premier plan à toutes sortes de montages financiers illégaux. Quelle coïncidence que cela éclate maintenant, au moment même où les États-Unis tentent d'exercer une pression sur Kiev pour qu'elle accepte le soi-disant plan de paix en 28 points de Trump. Pour nous aider à comprendre tout cela, nous recevons à nouveau le professeur Ivan Katchanovski. Le professeur Katchanovski est un politologue canado-ukrainien à l'Université d'Ottawa et l'auteur des ouvrages The Maidan Massacre in Ukraine, The Mass Killing That Changed the World, et plus récemment, The Russia-Ukraine War and Its Origins. Ces deux livres sont d'ailleurs disponibles en ligne et gratuitement. Ils sont en libre accès. Vous pouvez donc les télécharger. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Mais pour l'heure, bienvenue, professeur Katchanovski. Oui, merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir pris le temps à nouveau. Vous êtes l'une des voix du monde universitaire qui s'efforce vraiment d'analyser les sources de ce qui se passe politiquement dans ces circonstances très tragiques. Plus récemment, commençons par le NABU et ce scandale de corruption. Je veux dire, l'Ukraine n'a pas vraiment été célèbre pour ses efforts de lutte contre la corruption. Mais maintenant, le NABU s'attaque même à des responsables de très haut niveau. Vous avez écrit un message sur Facebook dans lequel vous avez également souligné les liens entre le NABU et le FBI. Pourriez-vous nous donner un aperçu de ce qui se passe et de la nature du lien entre les États-Unis et le NABU? Je pense que, au cours de la semaine écoulée, il y a eu deux développements majeurs en Ukraine. Le premier est ce nouveau plan de paix proposé par Donald Trump à Zelensky, qui fait de nouveau la une de l'actualité. Le second, qui a en réalité précédé l'annonce du plan, est un scandale de corruption en Ukraine, un sujet majeur là-bas récemment. Dans une moindre mesure, il a été moins bien couvert par les médias occidentaux. Et il n'y a eu pratiquement aucune réaction du gouvernement ou des politiciens américains. Mais je pense que c'est aussi une affaire importante, car elle est étroitement liée au plan de paix actuellement discuté par Trump et Zelensky, compte tenu de l'impact de ce scandale de corruption sur Zelensky et ses proches collaborateurs. Ce scandale a éclaté le lundi 11 novembre, lorsque le Bureau national anticorruption d'Ukraine, connu sous le nom de NABU, a lancé des enquêtes et déposé des accusations contre des hauts responsables ukrainiens, des personnes étroitement liées à Zelensky. Tous faisaient essentiellement partie de son cercle rapproché. Ces accusations concernaient le premier vice-premier ministre d'Ukraine, puis le vice-premier ministre Chernyshov, lui aussi très proche de Zelensky et de son épouse. Il est le parrain de leurs enfants et également un ami personnel. Deux autres membres du gouvernement ukrainien ont également été impliqués dans le scandale, le ministre de la Justice et le ministre de l'Énergie. Ils ont dû démissionner, ou plutôt, ils n'ont pas réellement démissionné, mais ont été révoqués par le Parlement ukrainien. Mais là encore, il n'y a pas eu de conséquences sérieuses par la suite. Et il y a aussi des hommes d'affaires qui étaient très étroitement liés à Zelensky à l'époque où il n'était pas encore président de l'Ukraine. L'un d'eux, qui a fondé et possédé le studio de comédie de Zelensky, appelé Kvartal 95, Quartier 95, en traduction approximative de l'ukrainien, était un homme d'affaires nommé Timur Minzin. Il n'était pas très connu en Ukraine, mais il était très proche de Zelensky, en raison de leurs liens professionnels, et aussi d'une sorte de relation personnelle avec lui. On racontait que Zelensky avait fêté son anniversaire dans un appartement très luxueux à Kiev, appartenant à cet homme. Il existait également d'autres liens remontant à l'époque où tous deux travaillaient pour l'oligarque ukrainien Ihor Kolomoïski, aujourd'hui en prison.
Ainsi, Timur Minchin était en gros une personne de bas niveau qui travaillait simplement pour Kolomoïski. Il a établi des liens et des connexions à la fois avec Zelensky et Kolomoïski. Après le début de la guerre, il a réussi à devenir très riche en recevant beaucoup d'argent d'une entreprise d'État appelée Energoatom, responsable des centrales nucléaires en Ukraine. C'était encore une fois un système illégal. Et le NABU a publié des enregistrements de cette personne, ainsi que de nombreux autres hauts responsables du gouvernement ukrainien, certains que j'ai déjà mentionnés, mais aussi d'autres proches de Zelensky. Il s'agit donc d'une corruption à très grande échelle, qui, je pense, est devenue publique pour la première fois en Ukraine. Mais il était très clair que ce n'était encore une fois pas simplement un accident. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de la corruption. Et Zelensky est, je pense, très étroitement lié à cette corruption. Dans ce cas, cette personne, encore une fois, Timur Minchin, et un autre associé ont pu fuir l'Ukraine, ou du moins quitter le pays, avec l'aide, évidemment, du gouvernement. Ils ont reçu des informations sur l'enquête du NABU et ont pu quitter l'Ukraine, se rendant d'abord en Pologne, puis en Israël. Ils ne sont donc plus en Ukraine. Mais le scandale était très important, et il impliquait non seulement, comme je l'ai mentionné, des proches collaborateurs de Zelensky, mais aussi Zelensky lui-même. Il y a des rapports selon lesquels ces enregistrements contiendraient des conversations entre Zelensky et Minchin dans son appartement, où il parle des Ukrainiens en des termes peu flatteurs, essentiellement des Ukrainiens ordinaires, ainsi que d'autres personnes liées au scandale, dont une personne très importante appelée Yermak, qui est, je crois, la deuxième personnalité la plus puissante d'Ukraine et agit même parfois comme président, tandis que Zelensky se contente souvent de lire ses discours. Et cette personne, Yermak, dirigeait justement la délégation ukrainienne pour les pourparlers de paix à Genève avec de hauts responsables américains. C'est également très important, car ce scandale de corruption a considérablement limité la position et le pouvoir de Zelensky par rapport à auparavant. En gros, il était auparavant un dictateur, et personne ne pouvait le contester. Il n'y avait pas de véritable opposition, pas de médias libres. Et soudain, une agence anticorruption, qui existait depuis assez longtemps, mais n'avait jamais mené d'enquête d'une telle ampleur, publie ces informations, ce qui a fortement affecté la popularité de Zelensky et sa capacité à exercer le pouvoir en Ukraine. Et cela a également eu un effet très significatif sur sa position concernant la guerre en Ukraine, car il a désormais essentiellement accepté la possibilité de conclure un accord de paix avec la Russie, ce qui, je pense, n'était pas très probable auparavant. C'est donc, à mon avis, très étroitement lié aux efforts actuels de Trump pour également amener Zelensky, ou tenter de le contraindre, à signer un accord de paix avec la Russie, ce qui constitue, je pense, une autre question importante et très sérieuse. Puis-je simplement poser une question? Parce que, vous savez, le NABU a déjà fait parler de lui dans les médias en tant qu'institution. Si je ne me trompe pas, c'était vers septembre ou octobre, lorsque M. Zelensky a tenté de sévir contre le NABU et le Bureau anticorruption, n'est-ce pas? Et de le modifier. Puis soudainement, il y a eu des manifestations massives dans les rues, menées par les ONG, n'est-ce pas? Et vous avez également étudié les ONG, notamment en lien avec les manifestations du Maïdan, n'est-ce pas? Donc cela ne s'est pas produit. M. Zelensky a fait marche arrière et a déclaré « Je ne vais pas changer le NABU ». Et maintenant, le NABU s'en prend au cercle rapproché de M. Zelensky à un moment, disons, très opportun, afin de lui forcer la main pour qu'il cède. Alors que dans le même temps, bien sûr, les nationalistes de droite de M. Zelensky, qui avaient déjà menacé sa vie, se trouvent de l'autre côté. Je veux dire, pouvez-vous parler du lien entre le NABU et les États-Unis?
Oui, je pense que c'est essentiellement la raison pour laquelle le NABU a pu lancer cette enquête au départ et la rendre publique. Parce qu'il n'existe aucune autre structure en Ukraine, à part l'extrême droite, comme le bataillon Azov, dirigé par des néo-nazis et d'autres organisations d'extrême droite, capable d'agir indépendamment du gouvernement de Zelensky. Il a pratiquement tout éliminé. Il a pris le contrôle du Parlement ukrainien, il a pris le contrôle du service de sécurité de l'État ukrainien, l'équivalent du FBI en Ukraine. Il a pris le contrôle de sa propre faction, au Parlement. Il contrôle donc aussi le Premier ministre d'Ukraine, l'ensemble du gouvernement et l'armée. Il a de nouveau donné des ordres à Syrski, censé être un haut responsable militaire en Ukraine. En gros, Zelensky a donné de nombreux ordres militaires, notamment de ne pas retirer les forces ukrainiennes de Pokrovsk et de la région de Myrhorod, qui sont désormais pratiquement encerclées par les Russes. Il y a eu des pertes très importantes parmi les soldats ukrainiens piégés là-bas depuis longtemps. Et il n'y a désormais plus de réelle possibilité pour eux de s'échapper. Zelensky se voyait en quelque sorte comme un dictateur de l'Ukraine, quelqu'un qui resterait au pouvoir tant que la guerre continuerait. Pour cette raison, il a essayé de prolonger la guerre et d'éviter toute négociation de paix. Mais l'agence NABU n'est pas une agence comme les autres en Ukraine. Elle a été créée et organisée sous une forte influence et avec la participation des États-Unis et d'autres gouvernements occidentaux. Depuis, elle est essentiellement considérée en Ukraine comme une agence représentant les intérêts des États-Unis et d'autres pays occidentaux, y compris ceux de l'Union européenne. Elle a donc été perçue comme un outil de l'Occident, en particulier des États-Unis, pour contrôler et influencer la politique ukrainienne en utilisant la corruption comme moyen d'y parvenir. Car la politique ukrainienne est, je pense, parmi les plus corrompues au monde. Et cela bien avant la guerre russo-ukrainienne. Zelensky n'est pas une exception. C'est pourquoi le NABU, le NABU a été créé indépendamment de Zelensky. Il n'était pas entièrement sous son contrôle, donc il ne pouvait pas en prendre le contrôle. Il a essayé de le faire durant l'été de cette année, après que des informations sur des enquêtes visant ses proches collaborateurs ont été rendues publiques. Il y a également eu la publication d'une photo d'une toilette dorée par l'un des membres du Parlement ukrainien, provenant de l'appartement de cet associé de Zelensky, Kirilo Timoshenko. C'était donc un grand scandale, et Zelensky a essentiellement essayé de prendre le contrôle du NABU et d'une agence connexe appelée SAPE, le Bureau du procureur spécial anticorruption. Il a en quelque sorte promulgué du jour au lendemain une nouvelle loi qui a retiré au NABU ses pouvoirs et l'a placé sous le contrôle du Bureau du procureur général d'Ukraine, qui était en réalité une agence à la solde de Zelensky, puisqu'il contrôle le Bureau du procureur général. Zelensky pensait que ce serait un moyen rapide de résoudre le problème et d'éliminer l'influence du NABU. Mais il n'a pas, je pense, pris en compte le fait que cette agence bénéficie du soutien des États-Unis, ainsi que des pays de l'Union européenne. Après sa tentative de le faire, il y a eu une réaction immédiate de l'Occident, en particulier des pays de l'Union européenne. Il n'y a pas eu de réaction publique des États-Unis, mais je pense qu'une réaction privée était très probable. Il y a également eu des manifestations contre Zelensky et sa tentative de prendre le contrôle du NABU, et il a échoué à le faire, ce qui l'a obligé à reculer et à annuler la loi. Il a aussi essayé d'affirmer que le NABU agissait comme un agent russe, ce qui est encore une fois une tactique courante en Ukraine. Chaque fois que quelqu'un dit quelque chose contre Zelensky, il devient automatiquement un agent russe. Désolé, puis-je simplement demander, quand le NABU a-t-il été créé? En quelle année?
Je ne me souviens pas exactement, mais cela a été créé, je crois, après Maïdan. Après Maïdan, oui, lorsque l'Ukraine est devenue un État client des États-Unis. Cela a donc essentiellement conduit le gouvernement américain à contrôler l'Ukraine comme un État client et à agir comme son protecteur. Et encore une fois, ils ont créé cela après Maïdan, en 2014. Et c'est simplement une autre manifestation du contrôle ou de l'influence des États-Unis et des pays occidentaux sur la politique et le gouvernement ukrainien. Et cette agence est encore une fois très importante. C'est juste un exemple de la manière dont elle est liée aux États-Unis. Il y a un agent du FBI qui est en poste de façon permanente dans cette agence. Et cet agent, cela a été rapporté récemment par les médias ukrainiens, cette personne du FBI a accès à toutes sortes d'enquêtes menées par le NABU. Cela soulève donc à nouveau la question de la véritable indépendance de cette agence. En gros, il y a un représentant du FBI en poste là-bas qui a accès à toutes ces enquêtes. Ce qui signifie que l'enquête rendue publique contre les associés de Zelensky n'aurait pas pu être menée sans l'accord du FBI ou du gouvernement américain. Cela s'est produit sous l'administration Trump, et c'est pourquoi Zelensky n'a pas pu prendre le contrôle du NABU. Son pouvoir a diminué, et je pense que cela a eu des conséquences. Il doit maintenant essayer d'accepter cet accord, qui avait été initialement établi par Trump en 28 points. Mais aujourd'hui, Zelensky essaie à nouveau de modifier cet accord pour le rendre plus favorable à lui-même, ce qui, à mon avis, pourrait le rendre impraticable. C'est vraiment fascinant, car il est avéré que le FBI dispose d'un bureau permanent sur place, en vertu d'un accord d'État avec l'Ukraine, permettant à cette personne d'être stationnée sur le terrain et d'avoir un accès complet au NABU et à ses enquêtes, de manière permanente, pas seulement à distance, mais bien sur place. Une véritable intégration. Et le NABU lui-même, pouvez-vous m'expliquer à nouveau quelle est sa structure? Parce que d'accord, vous avez Zelensky, qui est le président, supervisant le gouvernement de l'Ukraine, et bien sûr, tous les ministères. Le NABU doit faire partie de l'un de ces ministères. Mais comment se fait-il que le NABU soit en réalité indépendant, par exemple du ministre de la Justice ou de tout autre ministère dont il relèverait? Non, c'est distinct, totalement distinct du gouvernement, totalement. Oui, et cela a été créé afin que la direction du NABU soit indépendante. Normalement, en Ukraine, Zelensky et son gouvernement nommeraient simplement leur propre personne à la tête d'une agence, comme ils l'ont fait avec le service de sécurité de l'État d'Ukraine ou le bureau du procureur général, qui agissent essentiellement comme les agences personnelles de sécurité et de poursuite de Zelensky. Mais cette agence a en réalité été dirigée par une personne sélectionnée à travers un processus impliquant les États-Unis et les pays occidentaux. Il y a eu un type particulier de processus de sélection avec la participation d'experts de ces pays occidentaux. Ce n'était pas seulement une décision de Zelensky. Les chefs du NABU et du SAP, le bureau du procureur spécial anticorruption, ont été nommés par le biais de ce processus indépendant. En somme, il a dû accepter qu'il n'avait aucun contrôle sur cette agence. Il n'a pu nommer qu'un adjoint, en réalité. Cet adjoint était le chef adjoint du SAP, c'est-à-dire le bureau du procureur spécial anticorruption, une agence sœur du NABU. Elle est également indépendante du bureau du procureur général d'Ukraine et n'est pas contrôlée par Zelensky. Et ce chef adjoint du SAP, selon les informations rapportées par le NABU et par les médias ukrainiens, aurait transmis à Zelensky et à ses associés des informations sur les enquêtes du NABU. Cela a permis à certains des associés de Zelensky de fuir l'Ukraine avant qu'ils ne puissent être arrêtés ou inculpés pour corruption. C'est pourquoi je pense que c'est assez significatif. Et en plus du NABU, les médias ukrainiens rapportent également
qu'un autre directeur adjoint du NABU a été nommé par l'ambassade des États-Unis, qu'ils sont en fait contrôlés par l'ambassade. Il y avait un service spécifique au sein de l'ambassade des États-Unis, chargé des agences chargées de l'application de la loi en Ukraine. Et ils ont du pouvoir, en gros, une sorte d'influence pour nommer les hauts responsables, notamment au sein du NABU. Et c'est ainsi que cette agence est contrôlée par ou représente les intérêts du gouvernement des États-Unis et des gouvernements occidentaux, et n'est pas sous le contrôle de Zelensky. Malgré cela, il voulait le faire. Et il y a seulement quelques jours, un média ukrainien a publié qu'un autre proche collaborateur de Zelensky, Yermak, qui dirige son bureau du président, avait voulu, après que ce scandale soit devenu public le 11 novembre, arrêter Zelensky et accuser le chef du NABU de trahison d'État, en somme. Encore une fois, travaillant pour les Russes, il a donné l'ordre au chef du service de sécurité de l'État d'Ukraine, le SBU, ainsi qu'au procureur général d'Ukraine, d'arrêter cette personne, le chef du NABU, et aussi de l'arrêter et de l'inculper pour trahison d'État. Encore une fois, le chef de la faction de Zelensky au Parlement, parce que des députés ont exigé une enquête sur ce scandale, a demandé la démission de Yermak de son poste, un poste très puissant, bien que non constitutionnel. Ainsi, Yermak, agissant essentiellement au nom de Zelensky, voulait faire arrêter et inculper le chef du NABU, mais il n'a pas pu le faire, parce que le chef du SBU et le procureur général d'Ukraine ont refusé. Et ce n'est pas un hasard, car par le passé, ils agissaient différemment. Ils arrêtaient des politiciens de haut rang en Ukraine. Ils inculpaient presque n'importe qui. Donc, cela ne leur posait aucun problème. Mais maintenant, le chef du NABU a des liens très étroits avec les États-Unis. Donc vous avez en gros même le chef du SBU, le service de sécurité de l'État d'Ukraine, et encore une fois, le chef du bureau du procureur général, le procureur général d'Ukraine, qui ne sont pas en mesure ou ne veulent pas agir au nom de Zelensky, même s'ils l'ont fait de nombreuses fois auparavant, contre d'autres politiciens et responsables gouvernementaux. C'est donc une lutte de pouvoir très importante, n'est-ce pas? Au sein des plus hauts échelons des institutions qui détiennent réellement le pouvoir en Ukraine. Certaines d'entre elles sont loyales, ou l'étaient autrefois, envers M. Zelensky, et d'autres sont désormais loyales à ou craignent le NABU. Et je dois encore préciser une chose. Le NABU, l'État ukrainien, repose bien sûr sur la constitution ukrainienne qui se trouve tout en haut, n'est-ce pas? Et la constitution définit les pouvoirs du gouvernement, l'exécutif, puis le pouvoir législatif du Parlement, et enfin le judiciaire. Ces branches sont généralement séparées. Maintenant, bien sûr, sur le plan politique, on peut créer des interconnexions entre elles. Mais le NABU fait-il partie de l'Ukraine? Le NABU a-t-il été créé par le pouvoir législatif? Relève-t-il de la branche législative? Ou bien le NABU fait-il désormais partie d'une branche distincte au sein de la Constitution? Où se situe le NABU, juridiquement parlant, dans le cadre de la Constitution? Je pense que lorsque la Constitution ukrainienne a été adoptée en 1996, il n'existait pas de NABU. Le NABU ne figurait pas dans la Constitution. Et je ne crois pas qu'il y ait eu d'amendement constitutionnel concernant le NABU ou l'agence associée appelée SAP. Je pense que c'est pour cela qu'ils sont assez uniques dans le monde, car je ne connais pas beaucoup d'autres pays, peut-être quelque chose en Roumanie, quelque chose de similaire. Mais je ne connais pas d'agence de ce type, par exemple, au Canada ou aux États-Unis, ni dans d'autres pays occidentaux. Ils n'accepteraient pas cela en fait, parce que c'est inconstitutionnel. Et cela montre encore une fois que l'Ukraine n'est pas un État pleinement souverain, contrairement à la manière dont elle est souvent présentée par les médias et les politiciens occidentaux. Cela signifie que vous avez en réalité
une forte influence d'agences qui ne font pas partie du système constitutionnel de l'Ukraine. Elles sont essentiellement distinctes et elles sont influencées et soutenues par les États-Unis et d'autres pays occidentaux. Et même si, encore une fois, la Constitution de l'Ukraine prévoit l'idée d'un pouvoir judiciaire indépendant, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne en pratique. Le pouvoir judiciaire en Ukraine est totalement contrôlé par Zelensky, à l'exception du NABU et du SAP. Donc, encore une fois, il peut donner des ordres aux juges sur le type de décision à prendre. Et, comme je l'ai mentionné, il donne également des instructions au chef du SBU et au procureur général d'Ukraine sur les personnes à inculper et pour quel crime. Il a donc le pouvoir de faire cela, et la Constitution est totalement ignorée. Même Zelensky a déclaré au début de l'invasion russe que la Constitution n'était pas en vigueur en Ukraine. En somme, il a même dit que la Constitution n'était pas active en ce moment. D'où vient l'argent du NABU? Le Parlement, est-ce une ligne budgétaire distincte dans le budget que le Parlement adopte, qui est ensuite attribué au NABU? Encore une fois, je ne suis pas sûr pour ce qui est de l'argent, exactement quelles sont les sources de financement, mais je suppose qu'il y a beaucoup d'agences occidentales, comme l'USAID par exemple, et des agences similaires dans l'Union européenne, qui fournissent de l'argent, essentiellement des subventions et d'autres formes de financement, au NABU. Après Maïdan, il y a eu un financement ouvert du bureau du procureur général d'Ukraine par les États-Unis, et plus précisément par l'ambassade américaine. On a donc, en substance, le bureau du procureur général d'Ukraine, financé par le gouvernement américain et l'ambassade des États-Unis. Il y a aussi la police nationale d'Ukraine, qui a été créée et financée avec la participation des États-Unis et d'autres pays occidentaux. Donc, il s'agit essentiellement d'agences en Ukraine. Il y a même eu récemment une publication dans le New York Times qui affirmait que le service de sécurité d'État d'Ukraine, le SBU, ainsi que l'agence de renseignement militaire d'Ukraine, avaient également été, en partie, créés à partir de zéro, certaines de leurs sections ou branches, par les services de renseignement américains et britanniques. Ainsi, on constate à nouveau une très forte influence des États-Unis et d'autres pays occidentaux sur ces agences. Je ne suis pas certain du financement exact, mais je pense qu'il est très probable, voire presque certain, qu'elles reçoivent des fonds de pays occidentaux. C'est tout simplement fascinant, parce que c'est une véritable leçon sur les prises de pouvoir modernes, tu sais, coloniales, néocoloniales. Ce que ça signifie, en gros, c'est que d'un côté, nous avons l'espace des ONG en Ukraine, utilisé avec des financements américains pour lancer certaines mobilisations populaires, peu importe leur objectif. Et de l'autre côté, nous avons un bureau anticorruption qui est une filiale à part entière des États-Unis et qui agit comme une guillotine sur le personnel nommé, n'est-ce pas? Quiconque y entre sait que s'il s'écarte trop de la ligne, la guillotine tombera sur lui et quelqu'un d'autre prendra sa place. Et on ne peut pas y échapper parce que la corruption est ancrée dans le système politique. Donc celui qui contrôle le bureau anticorruption contrôle la guillotine implacable qui garantit que, tu vois, le personnel qui dépasse les bornes peut être remplacé. C'est fascinant. Oui, et c'est pourquoi cela montre le pouvoir des pays occidentaux, en particulier des États-Unis, sur la politique et les décisions ukrainiennes. Et ce n'est pas un hasard. C'est ce que j'ai décrit dans mon livre, qui vient d'être publié sur la guerre russo-ukrainienne et ses origines, et qui est toujours disponible en libre accès. Encore une fois, je pense que c'est également très important, car en plus de ces institutions comme le NABU, il existe des ONG anticorruption qui sont essentiellement contrôlées et financées par les États-Unis, par le biais de l'USAID, d'autres agences et de l'ambassade américaine. Elles sont très étroitement liées aux États-Unis et agissent souvent en leur nom pour dénoncer la corruption au sein de l'administration Zelensky.
Et Zelensky a également essayé de s'opposer à eux. Il a récemment même tenté d'engager une procédure pénale contre le responsable de cette ONG anticorruption, qui était étroitement lié à l'ambassade des États-Unis à Kiev, et il a essayé de le mobiliser pour le service militaire, ce qui est, encore une fois, très important, un autre exemple du pouvoir de ce type de structure. Toutes les ONG financées par les gouvernements occidentaux ont obtenu des exemptions de mobilisation, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas soumises à la conscription pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a donc eu une exemption spécifique accordée à toutes ces ONG et aux personnes qui y travaillent, financées par l'Occident, par les gouvernements occidentaux, et je pense aussi par des organisations comme la Fondation Soros. Elles ne pouvaient donc pas être mobilisées. Et c'est un autre exemple. En gros, Zelensky peut faire pression sur n'importe qui et utiliser la force pour mobiliser les Ukrainiens ordinaires, des gens qui peuvent être attrapés dans la rue ou dans un lieu public, et ils sont emmenés de force, battus, et certains sont même tués pendant cette mobilisation. Ils sont envoyés à l'armée sans aucun examen médical et sans consentement, et beaucoup d'entre eux s'enfuient ensuite. Mais ils ne pourraient pas faire cela, même s'ils le voulaient, contre les ONG, parce qu'elles sont liées au pays et aux gouvernements occidentaux. C'est pourquoi je pense qu'ils ne pouvaient pas le faire. Et je pense qu'un autre point important, qui reste encore flou, est de savoir pourquoi ça s'est produit maintenant. Parce que cela s'est produit au moment où il y avait des négociations entre la Russie et les États-Unis à propos de ce plan en 28 points pour mettre fin à la guerre en Ukraine, qui a commencé, je crois, à la fin du mois d'octobre. Et ce plan n'est devenu public que récemment, mais il avait été négocié quelques semaines plus tôt. En même temps, au moment où le plan devait être rendu public pour le présenter à Zelensky, ce scandale a éclaté en Ukraine. Beaucoup de gens là-bas ont donc supposé qu'il ne s'agissait que d'une tactique de l'Occident, de l'administration américaine, pour faire pression sur Zelensky, le placer dans une position plus faible et montrer qu'il devait dépendre du soutien des États-Unis. De cette façon, il aurait un pouvoir limité et ne pourrait pas refuser un tel accord avec les États-Unis. Ainsi, il montre désormais sa volonté d'y adhérer, même s'il a rejeté le plan initial en 28 points. Et je pense qu'il y a un autre lien avec ce plan, car selon des rapports médiatiques occidentaux, notamment d'un autre responsable, Klaus Cheslansky ou Ustam Umerov, il est en réalité le chef du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine et un ancien ministre de la Défense. Lors des négociations, il a voulu insérer dans ce plan un point qui éliminerait toute forme d'enquête ou d'audit sur l'ensemble de l'aide reçue par l'Ukraine pendant la guerre avec la Russie. À la place, il a proposé d'ajouter un point qui accorderait une amnistie pour toutes les actions de toutes les parties impliquées dans le conflit, ce qui signifierait une amnistie pour Zelensky et ses associés, pour toutes les décisions et les faits de corruption révélés par le NABU. Et les États-Unis ont accepté cela et ont inclus ce point dans le plan en 28 points. Je ne suis pas sûr qu'il ait survécu dans la dernière version, mais je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Car Umerov, qui est très proche de Zelensky, était auparavant ministre de la Défense de l'Ukraine et est maintenant à la tête du Conseil national de sécurité et de défense. Il figurait également sur les enregistrements réalisés dans le cadre de ce scandale de corruption. Il a été spécifiquement mentionné par le NABU lors de la présentation des accusations contre les associés de Zelensky, indiquant qu'il avait été influencé par des personnes proches de Zelensky, précisément dans cette affaire de corruption. Il sait que son nom y est mentionné.
Et c'est pourquoi je pense que lorsqu'il est allé aux États-Unis, beaucoup ont supposé qu'il avait été compromis par le scandale. C'est pourquoi je pense qu'il a accepté ce plan et la disposition accordant l'amnistie à toutes les personnes impliquées dans la corruption, y compris lui-même. Et je vois les choses comme toi. Je me demande simplement, qu'est-ce que cela nous dit sur le processus de paix? Si nous apprenons maintenant que même à l'intérieur de l'Ukraine, les États-Unis commencent à utiliser la guillotine pour menacer personnellement les hauts responsables, s'ils ne se conforment pas au plan, ils seront écartés. Cela signifie-t-il que les États-Unis en sont à un stade beaucoup plus sérieux dans leur tentative d'imposer cet accord de paix en pleine crise qu'auparavant? Parce que la grande question pour moi est la suivante. Les États-Unis sont-ils vraiment sérieux dans leur volonté de mettre fin au combat? Ou s'agit-il simplement d'une mascarade destinée à maintenir les Russes dans l'incertitude et tout le monde sur les nerfs quant à ce que le président de la paix veut faire? Je pense que cela dépend de certains membres précis de l'administration Trump et d'autres hauts responsables politiques aux États-Unis, en particulier des membres du Congrès. Trump a déclaré qu'il voulait mettre fin à cette guerre, et je pense qu'il agit pour y mettre un terme le plus rapidement possible. Pour lui, la chose la plus importante est de mettre fin à la guerre. Mais il sait aussi que l'Ukraine est un État client des États-Unis. Donc, il ne peut pas simplement l'abandonner pour voir ce qui se passerait, comme ce qui est arrivé en Afghanistan, après que les États-Unis ont dû fuir. En gros, les forces américaines ont dû fuir l'Afghanistan après la prise de pouvoir des talibans, et un accord avait été signé avant cela. Il voulait donc protéger et maintenir l'Ukraine comme un État client des États-Unis après la fin de la guerre, mais aussi parvenir à un accord et mettre fin au conflit. Cependant, certains membres de son administration, comme je crois Marco Rubio, le général Kellogg et d'autres, sont très hostiles à l'Ukraine et s'opposent à tout effort visant à mettre fin à cette guerre. Ils veulent que la guerre continue. Et il y a aussi des politiciens très influents, comme le sénateur Lindsey Graham, ainsi que d'autres sénateurs démocrates et des membres du gouvernement américain. Une grande partie des médias traditionnels américains et même l'Union européenne dans son ensemble, la direction de l'UDEPWELB et les dirigeants de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Royaume-Uni, de la Finlande, de la Suède, etc., veulent également que cette guerre se poursuive. Pour eux, ils veulent essentiellement que ce plan échoue. Ils s'opposent à ce plan de Trump, le plan initial en 28 points. Ils veulent maintenant rendre ce plan, quelque peu modifié. Et je pense qu'ils ont largement réussi après les négociations. Le plan a désormais éliminé pratiquement toutes les dispositions importantes qui étaient cruciales pour la position de la Russie, comme la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, l'absence de forces militaires occidentales, les limites imposées à l'armée ukrainienne, le retrait de la partie du Donbass contrôlée par le gouvernement ukrainien, et la reconnaissance des territoires occupés par la Russie comme étant de facto russes. Donc, maintenant, cet accord, ainsi que d'autres dispositions concernant la langue russe, l'Église orthodoxe ukrainienne et l'idéologie nazie, je pense que ces dispositions ont été supprimées dans la dernière version du plan, après des modifications à la suite de discussions avec Zelensky, ses représentants, l'Union européenne et d'autres dirigeants européens. C'est pourquoi je ne pense pas que ce plan puisse réussir aujourd'hui, car la Russie est pratiquement à 100%, décidée à ne pas signer ni accepter ce plan avec de telles dispositions. Donc cela signifie que maintenant, encore une fois, ce type de choix pour Trump serait plus facile. Essayer d'utiliser son influence contre Zelensky, notamment via le Naboo, qui est, je pense, un simple exemple de ce genre de levier.
Pas publiquement cependant, car ni Trump ni d'autres membres de son administration n'ont mentionné publiquement ce scandale. Mais je pense qu'ils en sont informés et qu'ils exercent une forte influence sur le NABU. Je pense donc que Trump pourrait pousser le NABU à s'en prendre par exemple à Yermak si Zelensky refusait ce plan. Yermak apparaît sur ces enregistrements et est mentionné par le chef du NABU. Son nom de code était Ali Baba. Dans ces enregistrements, ils utilisent tous ces noms de code et il était désigné comme Ali Baba, mais il était spécifiquement mentionné comme étant impliqué dans la corruption. Ainsi, il y a eu des demandes émanant du Parlement ukrainien, y compris de la propre faction de Zelensky, pour le limoger, mais Zelensky a refusé de le faire. À la place, il l'a envoyé négocier avec les États-Unis. De plus, comme je l'ai mentionné, les médias rapportent que le nom et la voix de Zelensky apparaissent sur les enregistrements, où il discuterait spécifiquement de corruption et d'enrichissement illégal de lui-même et de ses associés dans le cadre de ce système. Ils y parlent également des Ukrainiens ordinaires, comme de simples dupes, expliquant à quel point il est facile de les tromper, et ainsi de suite. Ce serait un scandale majeur en Ukraine, un choc pour les Ukrainiens et pour l'Occident, car une image de Zelensky a été construite comme celle d'un nouveau Churchill ou d'un George Washington occidental, un héros ayant sacrifié sa vie, ses efforts, son argent et en somme son avenir pour tenter de sauver l'Ukraine. Mais en réalité, il s'enrichissait lui-même ainsi que ses associés, car ce Mindesh n'est pas, je pense, la personne qui était réellement à la tête du stratagème. Il était, je crois, simplement un représentant de Zelensky et de Yermak, ce qui est, à mon avis, presque certain. C'est pourquoi l'administration Trump, si elle le souhaitait, pourrait simplement faire pression sur Zelensky et d'autres membres de son gouvernement, comme Umerov et Yermak, afin de les rendre plus enclins à accepter ce plan, car autrement, ils risqueraient de perdre le pouvoir en Ukraine, de subir un contre-coup de leur propre faction, et ensuite que les informations soient rendues publiques. Mais je pense qu'il n'est pas clair si Trump serait disposé à le faire. En réalité, au cours des dernières heures, d'autres enregistrements ont été rendus publics aux États-Unis. Il s'agit de conversations entre Vitkov, représentant spécial de Donald Trump pour les négociations avec la Russie, et Ushakov, conseiller étranger russe auprès de Poutine, dans lesquelles ils discutent du plan de paix initial en 28 points. Une autre bande a été publiée sous forme de transcription par Bloomberg. Il s'agit d'un appel téléphonique entre Kirill Mityaev, un représentant de Poutine qui s'est rendu aux États-Unis pour discuter du plan, et à nouveau Ushakov, également à propos de ce plan. C'est donc, je pense, un exemple très probable d'une tentative des services de renseignement américains d'exercer une pression pour bloquer le plan et empêcher Donald Trump de le mettre en œuvre, en utilisant ce type de compromat. Mais ils ont de telles bandes provenant d'Ukraine, et ils disposent de bien plus d'informations sur la corruption en Ukraine, mais ils n'ont plus refait cela jusqu'à très récemment, jusqu'à ce que ce scandale éclate. Donc je pense que, s'ils l'avaient voulu, ils auraient pu le faire plus tôt, mais maintenant, ils le font eux-mêmes aux États-Unis, en essayant de faire le contraire et d'empêcher la mise en œuvre de ce plan par Trump. Et je pense qu'il est très probable qu'il réussisse, car il serait désormais très difficile pour Trump d'essayer de faire pression sur Zelensky et de rendre ce plan à nouveau réalisable. Et si les modifications exigées par Zelensky étaient incluses dans cette nouvelle version du plan, Poutine ne l'accepterait pas et la guerre continuerait. Mais je pense que Trump a le pouvoir et l'influence en Ukraine pour essayer d'y parvenir. J'en ai parlé dans mon livre. Le scénario le plus réaliste pour que cette guerre prenne fin plus tôt serait que les États-Unis utilisent leur influence sur le gouvernement ukrainien et sur Zelensky et les forcent essentiellement à mettre fin à la guerre en concluant un accord de paix.
Ce serait en réalité dans l'intérêt de l'Ukraine, car il n'y a aucune réelle possibilité pour elle de vaincre la Russie. Plus la guerre se prolonge, plus il y aura de victimes, et plus l'Ukraine subira de dévastation. Tout futur accord de paix serait probablement bien plus défavorable à l'Ukraine que les conditions d'un accord conclu aujourd'hui. La même chose s'est produite avec l'accord de paix d'Istanbul en 2022. Non, tu as tout à fait raison. Le fait est que ton explication montre aussi qu'on ne peut pas vraiment savoir qui détient réellement le pouvoir. Je veux dire, quand on dit que les États-Unis contrôlent l'Ukraine, le problème, c'est que les États-Unis eux-mêmes ne sont pas sous un contrôle centralisé. Parce que si le NABU est en gros contrôlé par le FBI, alors ça ferait de Tulsi Gabbard la personne qui devrait avoir l'influence la plus directe sur lui. Mais sais-tu si d'autres institutions américaines exercent une influence sur le NABU, comme par exemple la CIA, puisque nous savons que la CIA n'est pas soumise à un audit. La CIA peut dissimuler toutes les actions qu'elle souhaite, même au Sénat américain. C'est un État dans l'État. Et je pense que c'est exact. Nous pouvons désormais constater qu'aux États-Unis, il existe une sorte de guerre civile sur la manière de poursuivre la guerre en Ukraine. Différentes institutions et factions, échappant au contrôle de Donald Trump, se disputent l'influence sur ce qui va se passer. Cela inclut l'influence sur le NABU et sur les ONG, afin de faire pression sur Zelensky d'une manière ou d'une autre. Sais-tu qui d'autre est impliqué dans la lutte de pouvoir aux États-Unis pour le contrôle du NABU et des ONG? Je n'ai pas accès aux informations des services de renseignement, donc je ne sais pas quel rôle joue le renseignement américain. Mais je pense qu'il y a des informations très importantes publiées dans les médias ukrainiens, à savoir que l'ambassade des États-Unis exerce une forte influence sur le NABU et d'autres organismes de lutte contre la corruption. Il s'agit en fait du département d'État, qui est contrôlé par Marco Rubio, lequel s'est effectivement impliqué dans les négociations. Il est davantage aligné sur les néoconservateurs et sur ceux qui ne veulent pas d'un accord de paix fondé sur des conditions réalistes. En pratique, je pense que ces actions pendant les négociations à Genève ont entraîné de nombreux changements qui rendent le plan, dans sa forme actuelle, peu réaliste. Et c'est pour cela que je pense, voici un exemple où il ne s'agit pas simplement d'une ligne directe de contrôle, comme si le NABU était dirigé par Trump ou le FBI. C'est plutôt que les États-Unis, en tant qu'État, exercent un type de contrôle similaire sur la relation entre leur État client, l'Ukraine, et eux-mêmes, ainsi qu'avec d'autres pays occidentaux. Ce n'est pas seulement une personne ou une organisation, c'est davantage une relation d'État à État. En plus de cela, il existe aussi une influence qui fonctionne comme une société par action, où différents politiciens et agences détiennent chacun leur propre part dans cette institution. Ils ont tous leur mot à dire sur ce qu'elle fait et sur la manière dont elle fonctionne. Et cette influence ne se limite pas aux États-Unis. L'Union européenne exerce également une telle influence, mais dans une moindre mesure que les États-Unis. Un rapport dans les médias ukrainiens indiquait qu'après que ce scandale est devenu public, un représentant de l'Union européenne en Ukraine avait rencontré le chef du NABU et lui avait demandé de ne plus divulguer d'informations sur le scandale, afin d'éviter d'impliquer d'autres politiciens et responsables ukrainiens. En somme, on leur a dit d'arrêter. Et c'est ce qui s'est passé. À partir de ce jour-là, il n'y a plus de nouvelles révélations de la part du NABU, même si des journalistes ukrainiens affirmaient que de nombreux autres hauts responsables politiques étaient impliqués, comme je l'ai mentionné. Et pour ajouter un point, l'une des figures clés en Ukraine, Yermak, qui est un proche collaborateur de Zelensky et avait travaillé avec lui avant la guerre dans l'industrie du divertissement, a également été impliqué dans cette affaire de corruption.
Il n'y a pas de telles enquêtes, même s'il y a eu des rapports selon lesquels il serait inculpé par le NABU pour corruption à grande échelle dans cette affaire. Et Tucker Carlson a récemment écrit sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur X, que le Wall Street Journal dispose d'informations concernant une corruption à grande échelle de la part de Yermak. Mais ils n'ont pas publié ces informations depuis plusieurs mois, bien qu'ils les détiennent. Et ils feraient cela, soi-disant, pour prolonger la guerre en Ukraine. Je pense qu'il est très clair qu'il y a de nombreux politiciens puissants, des responsables gouvernementaux et des agences, aussi bien aux États-Unis qu'en Occident, dans l'Union européenne, qui ne veulent pas mettre fin à cette guerre. Ils utilisent l'influence du NABU dans le sens inverse. Ainsi, ils peuvent essayer d'arrêter cette enquête ou de la rendre moins publique, afin de ne porter à l'encontre de Zelensky et de ses associés. Il y a des pressions sur le NABU venant de différents côtés. Cela rend toute la situation encore plus compliquée, car le pouvoir de décision n'est pas entre les mains des politiciens, ni à Kiev, ni à Washington. Il dépend également d'organisations défendant des intérêts particuliers. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Donald Trump mène une grande partie de cette diplomatie au grand jour, sous les yeux du public. Parce que il faut créer une pression sur les institutions pour qu'elles s'alignent sur les plans publiés. Je ne suis pas sûr. Encore une fois, cette histoire est très intéressante. Comment ce plan est devenu public? J'ai étudié cette guerre de très près. Je suis la politique ukrainienne de manière professionnelle, donc je me tiens au courant de toutes les nouvelles. J'ai vu ce plan pour la première fois lorsque le texte complet a été rendu public. Il a été publié par les médias ukrainiens et par un homme politique ukrainien, membre du Parlement ukrainien. Il est apparu sur les réseaux sociaux via des médias ukrainiens, des blogueurs, et ce politicien, qui est en fait membre de la faction de Poroshenko. Ils ont publié le plan en ukrainien après la visite d'un représentant américain, le chef de l'armée américaine, en gros, qui s'est rendu en Ukraine et a présenté ce plan à Zelensky. Et c'est à ce moment-là que le texte complet du plan est devenu public. Je l'ai immédiatement publié, à la fois la traduction anglaise et la version originale en ukrainien, une sorte de capture d'écran du plan, sur mon compte X et mon compte Facebook, et cela est devenu viral. Donc encore une fois, c'est essentiellement ainsi que je pense que ce plan a été révélé et divulgué. Je pense qu'il est très probable que la fuite provienne de personnes au sein du gouvernement de Zelensky, de son administration, précisément pour tenter de saboter le plan, car elles n'en appréciaient pas les dispositions. C'est pourquoi elles ont voulu utiliser à nouveau les médias, comme elles l'avaient fait auparavant, avec l'appui de politiciens occidentaux et de responsables de l'Union européenne, pour s'y opposer. Et je pense qu'elles ont largement réussi, car de nombreux politiciens européens et médias ont immédiatement qualifié le plan de capitulation, de reddition de l'Ukraine, et ainsi de suite, ce qui n'est pas le cas. C'est un peu comme Munich, et c'est frappant à voir, car en réalité, je pense que ce plan est l'un de ceux dont l'Ukraine ne pourrait pas obtenir une meilleure version à l'avenir. Si l'Ukraine refusait un tel plan, tout plan futur se ferait à des conditions bien pires pour elle. Et si l'Ukraine essayait de modifier ce plan, comme elle tente de le faire actuellement, la Russie ne l'accepterait pas. Cela signifie donc, encore une fois, que le choix est très clair. Il s'agit essentiellement d'une mauvaise paix, selon des conditions qui seraient en grande partie celles de la Russie, car elle est en train de gagner cette guerre, ou, encore une fois, de la possibilité d'une capitulation, d'une véritable capitulation, d'une défaite de l'Ukraine, si cette guerre se poursuit.
ou de conditions encore pires, qui pourraient à nouveau conduire à une sorte de défaite de l'Ukraine, à une perte de morale et à des conditions encore plus dures pour l'Ukraine, avec beaucoup plus de vies perdues, comme cela s'est déjà produit avec l'accord de paix d'Istanbul, qui a été bloqué par les pays occidentaux. Et je pense que nous voyons aujourd'hui des efforts similaires de la part de l'Occident pour tenter de bloquer ce nouvel accord de paix, la possibilité d'un accord de paix réaliste. Au lieu de cela, ils essaient encore une fois de vendre l'illusion d'une Ukraine poursuivant cette guerre, combattant la Russie et la battant, ou d'un statu quo, ce qui n'est pas une réelle possibilité, et d'obtenir un accord de paix selon les conditions des États-Unis et de l'Ukraine, ce qui n'est pas réaliste. Et c'est une situation réelle, pas simplement une fantaisie présentée par les médias et les politiciens comme s'il existait de véritables choix. Il n'y a en réalité aucune option pour que l'Ukraine tente d'imposer un accord de paix à la Russie, ni pour que l'Occident le fasse, car la Russie, à mon avis, ne l'accepterait pas. Et cela doit être compris. J'en ai également parlé dans mon livre. Encore une fois, j'ai évoqué les négociations de paix d'Istanbul, et je constate aujourd'hui de nombreux efforts similaires de la part de l'Occident pour bloquer cet accord de paix ou le rendre irréaliste. Je pense que vous avez raison. Je pense que les factions aux États-Unis et en Europe qui essayent de bloquer cela sont probablement actuellement aux commandes, malheureusement, et sabotent à nouveau la possibilité de mettre fin au combat et de mettre en place un processus constructif pour dialoguer avec l'Ukraine, la Russie et l'Europe. Mais, professeur Kachanovski, les personnes qui souhaitent vous suivre et lire davantage de vos travaux devraient aller sur votre compte Twitter. Elles devraient trouver vos livres. Y a-t-il un autre endroit où les gens peuvent consulter vos travaux? Oui, je peux vous envoyer des liens vers mes livres en libre accès. Mon livre récent, Origine russo-ukrainienne, du Maïdan à la guerre en Ukraine, est publié et compte déjà près de 100 000 vues et téléchargements de l'intégralité de l'ouvrage sur le site de l'éditeur. Il y a également un nombre similaire de téléchargements et de vues pour les chapitres individuels. Ils sont gratuits grâce au financement participatif. J'ai utilisé des campagnes GoFundMe qui sont maintenant presque terminées. Il ne reste que quelques centaines de dollars pour cette campagne. Sinon, cela aurait été très difficile à cause des coupures médiatiques. J'ai décidé de rendre ce livre accessible au public, gratuitement, pour que chacun puisse le lire. Il existe déjà une traduction allemande du livre, et d'autres traductions sont en cours. Les gens peuvent également trouver mes études, qui sont en libre accès, via les liens sur mes sites universitaires, Academia.edu et ResearchGate. Mais je pense que le moyen le plus simple de trouver mes livres est de passer par mon compte Twitter. Je suis également très actif sur Facebook, où je commente tous les récents développements en Ukraine. Je le fais en tant qu'universitaire, en tant que chercheur ukrainien qui étudie ce conflit depuis très longtemps. Et je pense qu'il est très important pour moi, en tant que chercheur ukrainien au Canada, de suivre ce qui se passe en Ukraine, car cela m'affecte personnellement. Par exemple, certains de mes parents éloignés ont été tués dans cette guerre, et mon voisin a en fait déserté de l'armée ukrainienne. Il a été de nouveau capturé et ramené sur un terrain d'entraînement militaire, et 5 jours plus tard, on l'a retrouvé mort, avec des ecchymoses et des blessures à la tête. Personne n'a enquêté sur cette affaire, même s'il est très probable qu'il ait été tué pendant cet entraînement militaire dans l'ouest de l'Ukraine. Mais encore une fois, aucune enquête, et même les membres de sa famille ont été priés de ne pas en demander une. C'est donc une situation de totale absence de loi. Nous avons d'autres personnes qui se rendent en Ukraine, encore une fois, dans la partie occidentale du pays, et qui ont également été touchées par cette guerre.
Mais c'est pour cela que pour moi, il est important d'étudier cette guerre et de voir comment elle peut être résolue. C'est pourquoi j'ai publié ce livre. J'espère qu'il contribuera à résoudre et à mettre fin à cette guerre, car toute autre alternative, sauf la paix, serait encore pire pour l'Ukraine. With the exception of peace, would be even worse for Ukraine. Et je vous félicite. Je vous félicite pour votre travail et pour l'avoir rendu en libre accès. Veuillez également m'envoyer les liens vers votre page GoFundMe. Et à tous, si vous souhaitez soutenir le professeur Ivan Kachanovski, aidez-le à terminer son projet GoFundMe, car ses ouvrages universitaires coûtent des sommes ridicules à publier. On parle d'environ 10 000 $ américains, ou entre 6 000 et 10 000 selon l'éditeur, pour les rendre en libre accès. C'est absurde, mais c'est la réalité à laquelle nous devons faire face en tant qu'universitaires, travaillant avec ces maisons d'édition. Il est très important que vous rendiez tout cela accessible au public, car cette connaissance est nécessaire pour comprendre pourquoi et comment cette guerre horrible a lieu. Et encore une fois, je vous félicite pour votre travail, professeur Kachanovski. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Yeah, thank Merci. you.